Bonjour à toutes et à tous. Je remercie d'abord Mathilde Assier pour son invitation ici à Béton Salon, ce centre d'art et de recherche. Donc je vais commencer ce petit exposé en reprenant en fait les figures qui ont été travaillées par Candice Lynn. Donc Jeanne Barré, femme du 18e, née en 1740, mort en 1807, et James Baldwin, né en 1924 et mort en 1987. Donc en fait, j'ai un peu creusé, exploré ces deux figures-là. Je suis partie de ces deux personnages qui m'ont semblé des figures assez puissantes parce qu'elles ont toutes les deux choisi de vivre leur vie en déplaçant leur corps loin de leur terre natale et en se jouant des projections qui leur étaient assignées, donc de genre pour Jeanne Barré et de race et sexuelle pour James Baldwin. J'ai trouvé intéressant aussi que le nœud de cette exposition pouvait être aussi figuré parce que la mer et ses traversées, les traversées de la mer et des océans, impliquent en termes d'expérience identitaire. Pour Jeanne Barré, la mer va lui permettre de s'éloigner de la France et de l'ordre du roi Louis XV, faisant du bateau en fait un lieu de transgression de la loi, un lieu d'hétérotopie, pour reprendre l'expression foucaldienne. Pour James Baldwin, la traversée de l'océan par-delà cet Atlantique noir, et l'Atlantique noir c'est une expression qui a été utilisée par Paul Gilroy, s'inscrit dans le lieu de la cristallisation de la racialisation des corps lors du commerce triangulaire entre l'Europe, les côtes africaines subsahariennes et les Amériques. Donc le voyage par la mer, il s'apparente ici à de nouvelles expériences de vie. Il est aussi associé aux grandes découvertes dont nous allons voir le caractère problématique au cours de cet exposé. Et en fait, ces grandes découvertes, elles marquent la fin d'un monde, le Moyen-Âge et le début d'un autre, notamment le début de la modernité dans lequel s'ancre la racialisation des rapports humains. Donc ces deux figures, elles vont permettre de montrer en quoi les traversées font partie des quêtes d'identité. Quelle affirmation de leur vie portent en eux ces personnages et comment participent-ils au monde en nous offrant leur propre combat et en transgressant ou bien en contournant les assignations de genre et de race. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que pour vivre leur vie, ils quittent les espaces qui les assignent. D'un côté, la France du XVIIIe où les femmes n'avaient pas de droits, et de l'autre, l'Amérique raciste et ségrégationniste de la moitié du XXe siècle. Comme si finalement le voyage, la traversée, pouvait les amener à être eux-mêmes et non plus ce que la société leur demandait d'être et qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient pas être. Donc voilà, ce petit exposé, je vais le faire en deux temps. D'abord, en me demandant de quel corps relèvent Jeanne Barré et James Baldwin, dont il est question dans l'exposition. Donc Jeanne Barré, comme vous l'avez vu pour certains, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir l'exposition pendant ces quelques semaines ici. Jeanne Barré était botaniste et elle était la première femme à avoir fait le tour du monde en bateau entre 1766 et 1769 avec l'expédition de Bougainville à bord du navire qui s'appelait l'Étoile, un navire qui escortait un autre qui s'appelait la Boudeuse. J'ai quelques images comme ça pour illustrer un peu tout ce que je vais raconter. Donc déguisée en homme, elle se déguise en homme et elle prend le nom de Jean Bonnefoy. Elle s'enrôle comme assistant du botaniste de l'expédition qui s'appelle Philibert Commerson. Et Commerson va la présenter comme son valet. En fait, en réalité, ils se connaissaient plutôt assez bien parce qu'ils avaient eu un enfant ensemble et ils avaient élaboré cette histoire en toute complicité. Et pour embarquer à bord de l'Étoile, Jeanne Barré va donc se travestir parce que la présence de femmes était interdite sur ordre du roi. Elle se coupa donc les cheveux, elle porta des vêtements amples et elle se banda la poitrine. Vu la mauvaise santé de Commerson pendant le voyage, il est sûrement très probable
que ce soit Jeanne Barré, passionnée depuis l'enfance par les plantes, qui ait finalement peut-être fait tout le travail de collecte de plantes, de pierres, de coquillages, et d'organisation et de catalogage des spécimens et des notes qui ont été rédigées sur le bateau. C'est elle souvent qui descendait et qui allait faire cette collecte, et qui travaillait beaucoup auprès de Commerson. Et cette supercherie, finalement, elle a été mise à jour absolument pas pendant le voyage, pendant le début du voyage, mais à l'arrivée de l'expédition à Tahiti, en avril 1768. Et ce sont les Tahitiens qui ont tout de suite vu qu'elle était une femme, sans même qu'elle ait a priori parlé. Et on peut se demander ce qui fait que les Tahitiens n'ont pas eu de doute quant au genre de Jeanne Barré, alors que celle-ci avait finalement réussi à tromper l'équipage français pendant des mois. Donc l'île, ici, celle de Tahiti, est ce lieu de toutes les utopies, mais elle est aussi ce révélateur intime de ce qu'était Jeanne Barré. Elle est aussi le révélateur de la conquête coloniale, évoquée par les mots d'un vieillard dans le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Et en 2 phrases, il dit « Pleurez, malheureux Tahitiens, pleurez, mais que ce soit de l'arrivée et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants. » Donc le travestissement de Jeanne Barré, ou encore finalement ce jeu de comédien, il fut le seul moyen de voir le monde, de découvrir d'autres formes de société, de rencontrer d'autres conditions d'existence, de vivre une vie selon ses désirs et non selon sa condition de femme. Jeanne Barré voyage comme aucune autre femme de l'époque, qui était liée principalement aux tâches domestiques et exclue en fait de tout type d'érudition, hormis peut-être dans les salons parisiens, dans la capitale. Donc dans cette logique, Jeanne Barré, elle défie les normes sociales au cœur même du voyage d'exploration et de l'outil de la conquête qui est le bateau, dans ce que Walter Mignolo va appeler la désobéissance épistémique. Quant à James Baldwin, il traversa, lui, l'Atlantique pour s'installer en France en 1948 et pour fuir la ségrégation raciale. Il était noir, homosexuel, il était finalement doublement marginal. Les romans et les pièces de théâtre de Baldwin ont transposé en fiction ces dilemmes personnels, questionnant les pressions sociales et psychologiques qui entravaient les personnes perçues comme noires, ainsi que les homosexuels. Il fit d'ailleurs part de ces obstacles intériorisés qui empêchent une telle quête d'acceptation, notamment dans son très beau roman, et c'est le roman qui est au cœur de l'exposition, La chambre de Giovanni, qui est écrit en 1956, et dont je vous recommande fortement la lecture parce que c'est vraiment un très beau texte, très bien écrit. Ce roman, donc, je ne sais pas si tout le monde a eu connaissance de ce texte, mais ce roman, il se déroule à Paris et il met en scène la relation d'un jeune Américain blanc qui s'appelle David, qui est en couple avec une femme qui est à ce moment-là en voyage en Espagne et qui va rencontrer ce jeune Italien Giovanni. Cette histoire, en fait, elle est inspirée d'une aventure qu'a vécue James Baldwin lui-même avec un Français qui s'appelait Jacques Volé et que finalement l'écrivain ne parvenait pas à clore. Donc cette écriture, elle va lui servir de remède. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ce livre, il a d'abord été rejeté par un éditeur anglais du fait de la question homosexuelle qui est abordée, puis enfin, il a été accepté par un éditeur américain. Ce livre, ce roman, La chambre de Giovanni, déclenche des réactions très négatives au sein de la communauté noire américaine, et notamment le militant des Black Panthers, Eldridge Cleaver, récuse l'œuvre de Baldwin en ces termes. Il y a dans l'œuvre de James Baldwin la haine la plus agonisante, la plus totale contre les Noirs, en particulier contre lui-même, et la plus honteuse, la plus fanatique et la plus servile attraction pour les Blancs qu'on ne pourrait trouver chez n'importe quel écrivain noir américain de notre temps. J'ai vu qu'il y avait des extraits du livre de Eldridge Cleaver qui sont disposés derrière vous. Dans un entretien avec Richard Goldstein paru en 1984, Baldwin évoque longuement cette place de l'homosexualité dans son travail et dans la lutte contre le racisme.
Goldstein, il suggère que l'homosexualité constitue un terrain commun, transracial, dans l'expérience de la discrimination. Mais Baldwin va lui rétorquer que le sentiment d'être à part, en raison de son homosexualité, vient du fait que celle-ci entraîne la perte d'une certaine sérénité, c'est-à-dire la perte d'un privilège dont on s'attend à profiter en tant que blanc. Et il souligne que cela est finalement différent pour les personnes qui sont à la fois noires et homosexuelles. Il dit que la question sexuelle vient après la question raciale, et pour un noir homosexuel, la discrimination sexuelle est en fait une discrimination de plus. Et pour un blanc homosexuel, elle est seulement une anomalie éprouvée par quelqu'un qui se pensait naturellement au sommet de la pyramide. Là, je reprends les expressions de James Baldwin. J'en viens à mon second point sur quel fil on peut tirer, quelle interprétation on peut tirer de la traversée de ces corps racialisés, sexualisés et genrés. Donc ces traversées de par les mers et les océans, ils traduisent la quête d'un déplacement forcé de soi. Tous deux ont effectué un voyage, donc Jeanne Barré en faisant le tour du monde sur un bateau essentiellement constitué d'hommes, et James Baldwin en traversant l'Atlantique pour fuir le racisme. Et donc, c'est l'idée que la mer est à la fois un espace d'espoir et d'enfer, d'hétérotopie et de transfert, et que son passage y laisse une forte empreinte sur toutes ces vies déplacées. Pour Jeanne Barré d'abord, le bateau est un lieu où tout est possible, un lieu de transgression des lois, un lieu qui lui permet de se travestir, car il est ce qui permet d'aller voir ailleurs, d'aller découvrir au-delà des frontières et des espaces de pensée. Le bateau sur lequel Jeanne Barré est un de ces bateaux en fait, d'exploration que l'on connaît depuis les grandes découvertes et qui s'étend du début du XVe au début du XVIIe siècle et qui constitue, comme je l'ai dit, un passage du Moyen-Âge à la modernité, c'est-à-dire le début de la mondialisation ou de la globalisation. Aujourd'hui, il faut donc, on peut aussi réfléchir à cette nomination des grandes découvertes qui implique de dire que certains, en l'occurrence les Espagnols, les Français, les Hollandais, auraient découvert d'autres espaces de vie. S'il s'agissait en fait d'un monde méconnu pour les Européens, ces espaces préexistaient avant même la venue des Européens. Et ces découvertes sont à l'origine de l'institution coloniale où se cristallise un centre du monde et de la pensée, c'est-à-dire une Europe qui, de son point de vue, découvre les autres, parle sur les autres et pense les autres. L'Europe, donc, découvre le monde en le transformant en un nouveau monde européen qu'imposent les codes, les normes de la civilisation dite européenne. Dès l'arrivée des premiers navigateurs sur les sols appréhendés comme nouveaux, ces territoires rejoignent les nations et leur exploitation économique en vue du commerce, en vue de la soumission politique et de l'évangélisation des consciences par l'Église. Cette construction de l'épistémologie occidentale constitue une logique de racialisation de l'altérité qui, jusqu'à aujourd'hui, traverse nos représentations et nos institutions et qui fait clairement écho aux préoccupations qu'on retrouve chez James Baldwin. Donc là, à partir de tout ça, on peut voir aussi ce lien entre Jeanne Barré et James Baldwin, je ne sais pas s'il a été vraiment perçu comme ça, s'il a vraiment été construit comme ça dans l'exposition, mais c'est en tout cas ce que j'ai été amenée à voir à partir de cette exposition. Donc l'exil de James Baldwin en France, il est lié à toute une histoire politique de la race ancrée dans l'expansion maritime des Occidentaux. La formation de cet Atlantique noir configura dans la souffrance et dans la violence l'espace de la modernité entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe. Cette idée de race ou de pureté du sang est devenue le principe de base de la classification des peuples sur toute la planète jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, définissant du coup des identités nationales excluantes et justifiant l'esclavage et la colonisation.
C'est l'historien Jean-Frédéric Chauve, dans son livre intitulé « Pour une histoire politique de la race », qui explique que le processus de racialisation, il trouve son origine dans la persécution et l'exclusion des Juifs et des musulmans dans la péninsule ibérique en 1492. Et dans l'idée aussi d'une circulation intergénérationnelle d'un sang qui serait suspect. Cela contredisait l'idéal universaliste de l'Église fondé sur l'égalité des croyants qui pouvaient provenir de différentes origines. Cette perception aussi de la différence a été questionnée au moment de la controverse de Valladolid, qui opposa en 1550 deux hommes d'Église, qui sont Bartolomé de las Casas et Juan Ginés de Sepúlveda, qui se demandaient si les Espagnols pouvaient coloniser ce dit Nouveau Monde et dominer les Amérindiens. Donc ce paradigme de la race, il se cristallisa par la suite avec la traite, c'est-à-dire la déportation forcée des Africains subsahariens et la traversée effroyable de ces hommes et de ces femmes devenus des esclaves pour l'enrichissement des empires européens. De ce fait, des individus et des populations se sont trouvés et se trouvent encore catégorisés sous le rapport de la race et par la suite discriminés, dominés, persécutés et exterminés. Et Baldwin, en tant qu'héritier de cette histoire, fuit les États-Unis pour se débarrasser de ce qu'il appelle les béquilles de la race, car il est révolté contre cette chape de plomb et cette aliénation. Et il dit, les écoles, les livres de classe, tout ce qu'on pouvait apprendre disait que nous étions des sauvages avant que les chrétiens nous aient sauvés. D'ancêtres, nous n'en avions pas, sauf peut-être Tarzan. En fait, quand j'étais jeune, c'était épouvantable d'être noir, car on avait honte de l'être. Depuis les grandes découvertes, puis la traite transatlantique, l'espace de la mer fait donc partie intégrante de cette économie du pouvoir, c'est-à-dire d'une spatialisation du pouvoir, par son inscription dans l'espace colonial jusqu'à aujourd'hui. En effet, ce bateau qu'on a évoqué, qu'on voit en image, du macabre navire négrier dont vous voyez la représentation ici, au canot récent des migrants, symbolise une sorte de ce qu'on pourrait appeler un gouffre matrice, selon l'expression d'Édouard Glissant, comme un élément constitutif dans la relation des colonies au reste du monde. Donc la mer, en fait, cette immensité liquide, symbolise ce double mouvement de voyage et d'enclavement. Elle est finalement tantôt une invitation au voyage, tantôt un sanctuaire terrifiant. Et la colonie ou ces nouveaux territoires conquis, avec la mer pour y parvenir, est une sorte d'hétérotopie politico-économique, un lieu finalement autre, à partir duquel fonctionne l'économie d'un pays, puisqu'elle est une grande source d'enrichissement. Peut-être plus justement, en fait, le navire serait en fait l'hétérotopie par excellence, un morceau d'espace, flottant d'espace, un lieu sans lieu, qui vit par lui-même, qui est fermé sur soi et qui est livré en même temps à l'infini de la mer. Il est à la fois le plus grand instrument économique et aussi la plus grande réserve d'imagination. La traversée par bateau va aussi prendre d'autres tournures. Il y en aurait d'autres, j'en ai choisi une notamment avec Marcus Garvey, qui est un militant jamaïcain considéré comme le prophète par le mouvement Rastafari et surnommé le Moïse noir. Et dans une perspective de retour aux racines africaines, il crée une compagnie maritime, la Black Star Line, afin de faciliter le transport des biens et des Afro-Américains entre 1919 et 1922. Donc il va contribuer au mouvement Back to Africa, c'est-à-dire le retour en Afrique. Et ce sujet de l'exil et du retour au pays imagine une communauté raciale et fantasme une essence africaine capable de relier tous les Noirs entre eux. C'était l'idée de cette Black Star Line. Pour conclure, je dirais que la mer apparaît comme un topos du pouvoir, puisque c'est par cette voie qu'étaient conduits les navires négriers dirigés par les puissances européennes. C'est également par ce biais qu'un certain nombre de bateaux de fortune s'échouent encore aujourd'hui dans la Méditerranée, sans que les exilés qui se déplacent pour de multiples raisons
puisse arriver sur les côtes tant espérées. Pardon, je ne vous ai pas montré cette image qui reprend un peu les... Et je voulais terminer sur cette image. Donc cette mer comme le lieu de tous les changements et de toutes les quêtes. Ces pistes de réflexion, voilà, pour conclure, ont permis de mettre en lumière l'inscription historique de ces deux figures que sont Jeanne Barré et James Baldwin, ces deux figures de résistance des corps racialisés, genrés et sexualisés. D'un côté, l'histoire du travestissement de genre de Jeanne Barré, qui croise l'histoire des conquêtes coloniales depuis les grands navires des empires européens. D'un autre côté, l'héritage de ces conquêtes, qui sont le nœud en fait, de l'histoire politique de la race et du racisme, et qui conditionnent encore les conditions d'existence des individus racialisés, comme le témoigne James Baldwin. Je voudrais juste vous passer un petit extrait du film I'm Not Your Negro de Raoul Peck sur James Baldwin. Leaving aside all the physical facts which one can quote, leaving aside rape or murder, leaving aside the bloody catalogue of oppression, which we are in one way too familiar with already, what this does to the subjugated is to destroy his sense of reality. This means, in the case of an American Negro, born in that glittering republic, and at the moment you are born, since you don't know any better, every stick and stone and every face is white, and since you have not yet seen a mirror, you suppose that you are too. It comes as a great shock around the age of 5 or 6 or 7 to discover that Gary Cooper killing off the Indians when you were rooting for Gary Cooper, that the Indians were you. It comes as a great shock to discover that the country, which is your birthplace and to which you owe your life and your identity, has not in its whole system of reality evolved any place for you. Voilà, je vous remercie beaucoup.